Sunday Night Production. Bienvenue dans Ultra Talk. Je suis Arnaud Manzanini et chaque semaine, je me plonge dans des discussions captivantes avec des esprits audacieux pour vous lancer vous aussi dans des aventures hors du commun. Des sommets de l'ultra trail aux routes infinies de l'ultracyclisme, de l'alpinisme aux horizons lointains de la voile, toutes les facettes du monde ultra sont explorées. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Ultra Talk où aujourd'hui je suis accompagné d'un invité prestigieux mais qui était déjà présent sur le podcast puisque c'est la deuxième fois que je reçois Sofiane Seili. Bonjour Sofiane. Bonjour Arnaud. Je suis très heureux de te retrouver à nouveau. On en parlait juste avant d'ouvrir le micro, ça fait 4 ans qu'on s'est rencontrés. C'était l'épisode 75 et je vous invite à retourner, vous pouvez mettre sur pause, retourner écouter l'épisode précédent, puisque beaucoup de choses ont changé pour toi. Que de chemin parcouru en 4 ans, ouais, c'est vrai. C'est passé vite et en même temps, il s'est passé énormément de choses. On va revenir un peu plus en détail sur ça. J'aime bien repositionner à chaque fois l'histoire. Et si de manière synthétique et condensée, tu pouvais nous expliquer ton parcours qui t'a amené à faire du vélo et notamment à traverser la route de la soie. Pour les personnes qui n'ont pas fait pause, qui n'iront pas retourner voir l'épisode 75, juste si tu pouvais de manière synthétique et condensée nous expliquer ton parcours qui t'ont amené à faire ce que tu fais aujourd'hui, mais surtout on va s'arrêter il y a 4 ans. Voilà. Qu'est-ce qui t'a amené à faire tout ça, à faire de la longue distance, à traverser des continents, des pays sur route, mais aujourd'hui beaucoup plus hors de la route, sur du off-road, du VTT, du gravel. Je pense que c'est la combinaison de deux choses. J'ai toujours fait du vélo, mais j'ai toujours utilisé le vélo comme un moyen de transport pour aller d'un point A à un point B, que ce soit pour aller au lycée ou à la fac après, ou au boulot quand j'ai commencé dans la vie active. Depuis mon adolescence, j'ai toujours rêvé de voyager loin, de voyager longtemps. Et le jour où j'ai réalisé ce rêve, je me suis retrouvé en Asie du Sud-Est à la fin 2010. J'ai pas réussi à trouver ce que je cherchais en voyageant à pied. Et donc, j'ai acheté un vélo. Et je suis tombé comme ça, un peu par hasard, sur le cyclotourisme. Et j'en suis tombé follement amoureux. Et ça a été ensuite une lente évolution d'être un simple cyclotouriste qui fait 100 km par jour jusqu'à découvrir que j'étais capable de faire beaucoup plus et jusqu'à découvrir que faire beaucoup plus m'apportait énormément. Et il m'a fallu ensuite le déclic de devenir coursier à vélo pour me rendre compte que j'avais des capacités physiques un peu au-dessus de la moyenne. Et l'engrenage était lancé. C'était parti parce que quand on se rend compte qu'on a des capacités, on veut savoir exactement quelles elles sont. Et c'est par le biais de l'ultra que j'ai souhaité explorer quelles étaient ces capacités. Et voilà comment j'en suis arrivé à me lancer dans les courses de bikepacking. Alors c'est vrai que si on revient un petit peu au moment où tu fais ce voyage dont tu parles en 2010, tu es documentaliste au magazine Télérama. Ouais. C'est ça. Est-ce que quand tu reviens de ce voyage en 2010, déjà il y a un premier déclic qui t'emmène à faire coursier à Paris. Est-ce que ça a cheminé, ça a pris du temps ou est-ce que ça a été un déclic immédiat? Ou tu t'es dit, je dirais pas que ça a été un déclic immédiat, mais je suis revenu d'avoir voyagé. J'ai fait 2 longs voyages sur une période de 2 ans, avec un retour en France entre les deux. Et quand il a été temps pour moi de reprendre une activité professionnelle, je me suis très 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 vite rendu compte que je n'arriverais plus à travailler dans un bureau. Il m'a suffi d'une journée pour me dire que ce n'était plus possible et qu'il fallait qu'il y ait littéralement le ciel au-dessus de ma tête. C'est vraiment ce que je me suis dit. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un travail où j'étais dehors. Étant devenu de plus en plus passionné de vélo, je voyais bien en roulant dans Paris qu'il y avait des gars qui filaient à toute vitesse avec des gros sacs à dos imperméables. Et un jour, j'en ai arrêté un et je lui ai dit, mais ça a l'air bien, ça a l'air bien. Et il m'a dit, tu devrais postuler. Et je lui ai dit, je me suis dit oui.
je vais le faire. J'ai postulé et j'ai été pris et j'ai vécu une Changement de expérience. paradigme. Oui, complètement. Et j'ai vécu une expérience d'avoir un coup de foudre avec un job, quoi. Où les premiers mois, bon alors après c'est comme tous les coups de foudre, hein, ça se tasse un petit peu avec le temps, mais les premiers mois de mon activité en tant que coursier à vélo, c'était incroyable. Je me réveillais le matin, j'étais pressé d'aller bosser et quand il y avait des ponts ou quoi, qui avaient 3 ou 4 jours sans bosser, je me disais que c'était trop long, quoi. C'était trop long, ouais. Ouais, Tu parcourais combien de kilomètres dans Paris ? Ouais, c'était en moyenne 90. Quand on passait les 100 km, c'était des grosses journées. Quand on était sous les 80, c'était des petites. Mais ouais, en moyenne, on va dire 90 km par jour. Et là, on est donc dans les années 2014 à peu près, c'est ça, hein ? C'est ça, ouais. Voilà, on est dans les années 2014. Et à quel moment, parce que je sais aussi que tu es parti faire la route de la soie. Mm-hmm. Et là, comment c'est arrivé aussi cette envie de dire je traverse une partie du monde avec mon vélo ? Et figure-toi que ça c'est arrivé au moment où j'ai commencé le cyclotourisme. C'est-à-dire que à partir du moment où j'étais dans cette petite ville du Laos où j'ai acheté un vieux VTT d'occasion et que j'ai commencé à me rendre compte que je pouvais aller n'importe où avec, je me suis dit un jour, j'irai le plus loin possible, quoi. Je partirai de chez moi et j'irai jusqu'à ce que je puisse plus avancer, quoi. Donc, c'est-à-dire l'océan Pacifique. Mais c'est vraiment, c'est quelque chose c'est une idée qui s'est matérialisée dans ma tête très très rapidement à partir du moment où j'ai commencé à faire 100 km par jour. Ouais. Et après, moi, c'est comme ça, j'ai des idées, je me dis, ouais, un jour je le ferai. Et puis j'attends que le moment. Que les planètes s'alignent. Ouais, que le moment vienne. C'est comme ce voyage en Asie du Sud-Est qui devait être un voyage sac à dos à la base, hein. Je pense que j'ai commencé à rêver quand j'avais 20 ans. Et puis je me suis dit, le jour où ça viendra, ça viendra. Et c'était pareil pour la route de la soie. Je me suis dit, un jour je la ferai. Et c'était pareil pour les États-Unis également. Et c'était pareil pour les États-Unis. Je me dis, les idées me viennent. Je me dis, je ferais bien ci, je ferais bien ça. Puis ça reste dans un coin de ma tête. Et puis après, comme tu dis, quand les planètes s'alignent, on y va. C'est vrai que les États-Unis, c'était un véritable coup de cœur, hein. Si je me remémorise un petit peu ce dont on a parlé, cette Great Divide qui reprend l'itinéraire, le parcours VTT de plus de 4000 bornes qui traverse les États-Unis entre les frontières du Canada et du Mexique. Tu t'es dit un jour probablement que tu la ferais et tu as fait bien mieux que la faire puisque tu l'as remportée. Là aussi, comment ça s'est passé ? Est-ce que tu as suivi une préparation spécifique pour cette épreuve, pour la remporter ? De mémoire, oui, mais j'aimerais que tu la repartages. La genèse de ce projet, elle est vraiment similaire à toutes les autres. C'est-à-dire que dès que j'ai entendu parler de cet itinéraire, je me suis dit un jour je le ferai. Je vais le faire, ouais. Donc pareil, tu fais troisième. Ça n'a pas été différent. Tu fais troisième après, j'ai entendu parler de la course. Et de la même manière que j'ai entendu parler de la course et je me suis dit, je vais la faire, c'est ce qui s'est passé. Ouais, parce que tu as raison, il y a l'itinéraire et il y a la course. Ouais. Effectivement, tu peux très bien faire l'itinéraire quand tu veux dans l'année, c'est possible, mais il y a effectivement la course où là, c'est bien plus challengeant. Tu t'es aussi découvert cet esprit compétiteur, très clairement, que tu as découvert probablement au fur et à mesure du temps, parce que là, si on prend ton palmarès, on n'est pas là pour faire ton palmarès, mais j'invite toutes les personnes à aller voir ton palmarès, c'est assez impressionnant, mais c'est une course sur 2 auquel tu participes que tu gagnes. Ouais, et c'est assez étrange parce que j'avais jamais vraiment été compétiteur dans le sport. Je me souviens de cette conversation. Mais à partir du moment où j'ai commencé à être coursier et à participer à ce qu'on appelle des allées 4 qui sont des courses de rue entre coursiers, et à partir du moment où j'ai commencé à me rendre compte que j'avais un certain talent pour le vélo, je suis devenu compétiteur. Et à partir du moment où j'ai fait donc 3e sur ce tout premier Tour Divine, je me suis dit que 3e c'était bien, mais c'était pas ça qui allait. Toi, tu voulais gagner. Voilà, c'était pas suffisant. Toi, tu voulais gagner. Alors, c'est vrai, on rembobine encore un petit peu, mais il y a effectivement 2016, cette Tour Divide auquel tu fais 3e. Tu es encore un peu sur route, puisque tu fais la Transam, la Transamerica également, qui consiste aussi à traverser les États-Unis d'Amérique, mais un peu plus à l'horizontale. On part un peu du
du nord, nord-ouest pour finir, un peu, on va dire sud-est. Ouais. Un parcours de 6000 km où tu prends la 8e place. Il y a encore quelques épreuves sur route. La dernière fois où on s'est rencontrés, c'était juste après ta victoire, qui vont lancer un changement de carrière aussi. Une victoire sur l'Atlas Mountain Race que tu avais remporté, où tu avais impressionné. Je me souviens, c'est vrai que ça passe vite 4 ans parce que j'ai l'impression que c'était hier. Tu vois, je me souviens que tu as impressionné tout le monde avec le fait de pousser le sommeil quasiment inexistant sur cette épreuve, et c'est ce qui t'avait permis de remporter justement d'ailleurs l'épreuve. Donc là, on est en 2020, et là, ta vie a complètement changé depuis, parce que on peut le dire aujourd'hui, tu es un des rares et probablement seul coureur cycliste français à être professionnel. Oui, ça a été un changement total à partir de cette Atlas Mountain Race. C'est pas la première course de bikepacking que j'ai gagnée, mais... Non, effectivement. Mais 2020 était un vrai virage dans ta carrière. Il y a eu un vrai virage à ce moment-là. Est-ce qu'elle était souhaitée ? J'avais jamais planifié quelque chose comme ça. J'avais jamais osé rêver que ce serait possible. J'avais éventuellement pensé que un jour il y a peut-être des marques qui accepteraient de me donner des produits, et que du coup ça me coûterait moins cher de participer à ces courses-là. Mais j'avais absolument jamais envisagé qu'un jour je gagnerais ma vie en participant à des courses de bikepacking. Et ce qui s'est passé, c'est que cette course a donc lieu en février. Il y a eu une conjonction de facteurs qui est la course en elle-même et la manière dont je l'ai courue. Donc la course en elle-même qui a lieu à un moment où le monde du cyclisme est quand même un peu endormi, où il y a très peu de choses qui se passent. C'était l'ancien monde quelque part. Ouais. On était avant Covid, c'était l'ancien monde. Oui, et donc des publications un peu plus générales sur le vélo qui ne s'intéressent pas spécialement au bikepacking, là se faisait le relais de ce qui se passait au Maroc. Et les projecteurs étaient braqués sur l'Atlas. Et moi, j'ai couru 4 jours en dormant 2 heures. Et là, tout le monde a dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est très clairement ça. Ouais. Ça a résonné dans le monde entier. Et c'est vrai qu'on a une époque aujourd'hui où, depuis quelques années déjà, on peut suivre les coureurs en live. C'est-à-dire que tu vois l'évolution avec un GPS, l'évolution et tu vois le petit pictogramme qui se déplace sur la carte à distance. Et c'est très addictif, parce que tu te connectes toutes les heures, la nuit, le jour, et tu vas voir comment évolue ton coureur. Et ton GPS, on ne l'a jamais vu arrêter, en fait. Et c'est ça qui était incroyable pour les gens, c'est qu'ils se demandaient quand est-ce que ça allait s'arrêter, quand est-ce que ce mouvement perpétuel, à un moment, s'interrompait physiologiquement pour du sommeil. Et ça ne s'arrêtait pas. Et je pense que c'est ce qui fascinait les gens, et c'est ce qui a créé toute cette effervescence autour de cette course-là, puisque c'était la première fois qu'on voyait une ultra où quelqu'un progressait de cette manière-là, continue, pas forcément rapide, mais continue et ininterrompu jusqu'à la victoire. Et tu nous l'avais d'ailleurs juste expliqué dans l'épisode qu'on avait enregistré ensemble, que c'était ta stratégie en fait, parce que tu n'étais pas parti... ce que je veux dire, c'est qu'il y a des participants qui étaient partis beaucoup plus vite que toi, mais toi, ça ne t'avait pas du tout affolé parce que c'était ta stratégie de départ, si ma mémoire est bonne. Tu t'es dit, moi, je ne m'arrêterai pas, ou je m'arrêterai le moins possible, en tout cas, je verrai jusqu'où ça m'emmène. C'était clairement ma stratégie que j'avais établie bien avant la course, pratiquement un an avant, quand j'ai découvert les capacités de privation de sommeil exceptionnelles que j'avais sur l'Italie. Parce que c'est vrai que cet épisode, pour moi, a aussi été, en tant qu'organisateur, un épisode très important, parce que je sais que c'est difficile de maîtriser le sommeil et que très peu de personnes peuvent maîtriser le sommeil comme tu le maîtrises. Et ça a impliqué, moi en tant qu'organisateur, notamment la règle du sommeil. Tu en es en partie à l'initiative pour ne pas emmener les coureurs parce qu'il n'y a que Sofiane Siedi qui est capable de faire ce que tu fais. Voilà, tu prends monsieur, madame, tout le monde. Monsieur, madame, tout le monde. On n'est pas nombreux à pouvoir le faire, mais on est quand même de plus en plus nombreux. Depuis que j'ai montré que c'était possible, d'autres personnes l'ont tenté, d'autres personnes l'ont réussi. Ce qui veut dire que pendant 1 an, cette stratégie, tu l'as mis au point. Ouais. Tu as détecté cette compétence, tu as travaillé pour l'optimiser. Oui. Donc comment tu l'as travaillé ? C'est-à-dire que tu as passé des nuits blanches pour le travailler, tu as été roulé de nuit pour le travailler. Comment est-ce que tu as travaillé ça ?
la manière dont je l'ai travaillé, c'est pas forcément sur comment rester éveillé. C'est sur comment rester performant. Rester éveillé, ça c'est quelque chose que j'étais déjà parvenu à acquérir avec la répétition des épreuves auxquelles j'avais déjà participé. Le problème que j'avais, c'est que certes j'arrivais à rester éveillé, mais ma motivation avait tendance à chuter. C'est sûr. Et donc le travail effectué était surtout sur la concentration. Tu peux aussi comment rester concentré. Parce que quand il y a chute de concentration, c'est là qu'il y a les messages négatifs qui arrivent, c'est là l'endormissement arrive. Et garder sa concentration dans la longue distance, c'est une des clés de la réussite. Oui, exactement. Et c'est toute la différence entre les premières fois où je fais une nuit blanche sur le vélo, où finalement, dans la nuit, ça se passe pas trop mal. Et puis après, le jour se lève. Et puis après, dans la journée, là, les coups de barre commencent à arriver. On se démobilise. On commence à somnoler. On déconcentre. Et le travail, ça a été de pas laisser ces moments-là s'installer et de devenir mentalement assez fort pour que quand ils arrivent, les contrer, les repousser. Ça veut dire qu'il faut les détecter. Donc il faut être hyper concentré déjà pour détecter. Et c'est certain, ce sont des pensées. Chez d'autres, c'est un mouvement qui fait que quand il y a un mouvement qui se passe sur le vélo ou une position, on se dit « Ah tiens, ça y est, là je commence à me déconcentrer ». Quel était le signal pour toi où tu disais « Ah là, attention, il faut que je mette en place une stratégie » pour contrer justement cette baisse de concentration? Je pense qu'il y a en effet des positions qui sont particulièrement compliquées. La position aéro dans les prolongateurs, par exemple. Rester éveillé quand on a une privation de sommeil qui date de 1 ou 2 jours et qu'on est dans des prolongateurs, c'est un vrai challenge. Quel était le signal chez toi? Est-ce que c'était les watts? Je ne sais pas du tout si tes data... Sofiane, mais pour certains, c'est les watts, par exemple. Dès qu'ils voient que leur watt chute considérablement, là, tu t'arrêtes, tu dors 20 minutes et ça repart. Mais certains, ce sont les watts, d'autres, ce sont un mouvement sur le vélo qu'ils vont faire et qui vont... Voilà, c'est un début de déconcentration. Chacun a son déclencheur, quelque part. Donc, ça veut dire que tu as dû le travailler pendant 1 an et peaufiner cette stratégie. J'ai en quelque sorte... peaufiner la stratégie, mais elle est relativement simple comme stratégie. C'est la stratégie de ne pas s'arrêter. Donc après, Mais comment tu retrouves cette concentration? C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es dans ton état un peu de flow, et puis d'un seul coup tu sors, tu vas vers de la déconcentration où l'endormissement peut arriver. Quelle était toi ton astuce pour retrouver la concentration? C'est ça le plus difficile. Je chante. Il y a tellement de cyclistes ultra-distants qui chantent, c'est incroyable. Je chante, et ça marche très bien. Ça marche très très bien. Il ne faut pas croire par exemple que d'écouter de la musique, ça fonctionne pas. Mais chanter, ça fonctionne très bien. Ouais. Certains ont tendance à enlever des couches de vêtements pour avoir froid et donc se remobiliser. Ça marche pas, ça. Toi, ça marche pas. Non, ça marche pas. Tu as une playlist favorite ou... Sur l'Atlas, c'était Jacques Brel. Je sais que Nelson, d'ailleurs, c'est marrant parce que Nelson, qui est l'organisateur de l'Atlas Mountain Race, et d'autres épreuves que tu as gagnées, comme la Silk Road Mountain Race, c'est Nelson qui m'avait partagé, parce que j'ai eu la chance de l'avoir également en face de moi sur le podcast Ultra Talk. Et lui chantait également, alors j'ai plus le... C'était pas Taylor Swift. C'est ça, voilà. Ouais. C'est Taylor Swift qui lui a fait gagner ou qui l'a sauvé. On dénoncera pas Nelson et ses goûts discutables. Exactement, mais Nelson chantait également. Ouais, non, mais sur l'Atlas, c'était Jacques Brel. J'ai passé une nuit entière à chanter Jacques Brel. C'est très bien Jacques Brel pour rester réveillé si on choisit les bonnes chansons. Intéressant. Quelle est celle qui te fait le plus... le gaz. On la partagera. Ça c'est intéressant. Écoutez la chanson Le Gaz de Jacques Brel. Je connais cette chanson depuis que je suis enfant, parce que c'est mes parents qui écoutaient Jacques Brel. Et je pense que ça fait que peut-être 2-3 ans que j'ai compris de quoi elle parle. Écoutez les paroles. Ouais. Écoutez et compris, surtout. Ouais. Les paroles, je les ai toujours écoutées, mais j'ai fini par les comprendre. Ça m'a pris probablement 30 ans, mais j'ai fini par le faire. Ça, c'est une belle anecdote. Donc ça, c'est intéressant de comprendre, parce que dans ton parcours, l'Atlas a été vraiment un déclencheur. Donc effectivement,
bah, y a un focus qui est fait sur ta performance de manière incroyable. Est-ce que derrière, ça a généré beaucoup d'articles, beaucoup de presse, beaucoup de lumières qui se sont dirigées vers toi? Oui, énormément. Comme je te le disais, les médias généralistes du cyclisme type Road CC ou Cycling CC, tout ça, qui ne s'intéressent pas particulièrement au bikepacking d'habitude, l'actualité étant calme, là on relayait l'information et après oui, évidemment qu'il y a eu beaucoup de sollicitations de la part des médias pour des interviews, des podcasts. Alors la particularité, c'est qu'il n'y a pas de barrière de la langue, c'est que tu t'exprimes très très bien en anglais. D'ailleurs, tes réseaux sont en anglais, donc c'est d'autant plus facile pour les médias internationaux de te faire parler ou d'avoir la possibilité d'échanger avec toi. Il n'y a pas du tout cette barrière, donc ça ouvre une visibilité beaucoup plus importante. Et effectivement, 2020, tu gagnes la French Divide en 2020, tu fais deuxième de la Volcano Sprint au sud de l'Italie, tu fais deuxième de la Free Peaks, tu fais deuxième de la Hope Mill, qui est une course hyper exigeante de VTT. Donc tu fais une saison 2020 exceptionnelle. Est-ce que c'est à ce moment-là que la bascule se fait, ou est-ce qu'elle se fait un peu plus tard, où tu bascules dans maintenant je vis de ma passion, ou est-ce que c'est un début? Comment ça s'articule cette fin de saison qui est quand même déterminante? C'est le début. C'est-à-dire que 2020, Atlas Mountain Race, réelle effervescence qui se crée autour de la performance et de la victoire, contacté par des marques qui commencent à m'envoyer des produits. Et donc, je commence à collaborer, à travailler avec ces marques. Je fais une très belle saison avec une deuxième victoire et, comme tu l'as dit, trois deuxièmes places. Tout en étant coursier à côté? Tout en étant coursier à côté. Et donc, à la fin de cette saison, les marques avec lesquelles j'ai collaboré se disent et si on allait plus loin? Et si on t'accompagnait de manière plus durable et si on te soutenait de manière plus concrète. Et donc c'est à partir de 2021. 2021, c'est la première année où j'ai gagné assez d'argent par le sponsoring pour pouvoir me consacrer à 100% au bikepacking. Est-ce qu'au début de 2021, tu es dans l'acceptation de ce qui se passe, tu es dans le déni, tu n'oses pas y croire, tu te dis ça va pas durer, tu es dans le syndrome de l'imposteur? Comment début 2021? Je suis au fond du seau en début 2021 pour une raison qui est que fin 2020, je me suis cassé le plateau tibial, qui est une blessure assez grave et qui nécessite de ne pas poser le pied par terre pendant 2 mois. Et donc début 2020, donc fin 2020, grosso modo, sur les... vers octobre-novembre, on commence à discuter avec les marques qui me disent écoute, on est vraiment très satisfait de l'année qu'on a passée à travailler avec toi et on pense qu'on voudrait te soutenir davantage. Et donc 4 semaines avant le début de l'année, je me fracture le plateau tibial. En chutant ou un faux mouvement? Dans un accident de la circulation, en tant que coursier d'ailleurs. Ouais. Et donc début 2020, je ne sais pas trop ce qui va advenir de moi en tant qu'athlète et donc de ce à quoi va ressembler ma saison et de si mes partenaires vont vouloir continuer à me suivre. Et donc il y a eu un contrat qui était en cours de négociation qui est tombé à l'eau. Par contre, tous les autres ont dit on te fait confiance, on pense que tu vas revenir. Un partenaire qui est revenu derrière ou pas du tout? Un partenaire qui n'est pas revenu, non. Non. Mais après d'autres. On a une pensée pour lui. On a une pensée pour lui. On a une pensée pour lui, très clairement. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu parles tu utilises le mot collaboration. Et je trouve que c'est intéressant dans la démarche. Comment ça s'est matérialisé? Est-ce qu'il y avait un vrai retour d'expérience? Est-ce que c'était juste, on te met du matériel à disposition, fais tes épreuves, il y a notre nom dessus, voilà. Mais est-ce que ça allait plus loin? Est-ce qu'il y avait vraiment un retour d'expérience de ta part sur les sensations, sur les ressentis du matériel? Ou pas encore à ce moment-là? Pas forcément. Ça dépend réellement de ce que demandent les marques. Toutes les marques ne sont pas forcément demandeuses d'avoir ce genre de retour. Généralement, quand les marques demandent des retours, c'est plutôt sur des prototypes. Okay. Pas sur des produits qu'elles ont déjà développés et qu'elles fournissent par la suite. Après, quand je parle de collaboration, c'est aussi simplement
développer moi de mon côté mon image et les aider eux à développer leur image et faire ça de manière cohérente. Qu'il y ait une adéquation entre les valeurs que moi je porte et ce que eux souhaitent communiquer. Et est-ce que le calendrier, donc déjà je pense que tu as les mêmes marques depuis 2021, tu travailles plus ou moins avec les mêmes marques? Plus ou moins, ouais. Sauf avec ce qui s'est passé cet hiver, il y a des marques des partenaires qui ont bougé, mais donc tu collabores avec eux. Est-ce qu'il veut dire que le calendrier, tu le construis toi de ton côté, ou est-ce que le calendrier, tu le fais avec tes partenaires en fonction de leur partenariat avec des événements ou de leur marché sur lequel ils veulent accélérer ou pas? Non, le calendrier est 100% décidé par moi. C'est toi qui décides. Ouais. Ils pourraient. Bien sûr, mais c'est pour ça que je te pose la question. Avoir leur mot en disant, à dire. Nous, on est partenaires de telle épreuve, on voudrait que tu sois sur cette épreuve. On m'a parfois suggéré de participer à telle épreuve parce que tel sponsor en était partenaire. Après, il faut dans ces cas-là que le partenaire prenne sur lui d'assurer financièrement la participation à cette épreuve. Les déplacements, ce genre de choses. Bien sûr. Mais après, globalement, moi, je leur ai répondu que c'était une épreuve avec à laquelle j'avais déjà participé, qui était Badlands. Donc, je leur ai dit, j'y suis déjà allé, je ne vois pas l'intérêt d'y retourner. Et la conversation s'est terminée comme ça. Ouais. Mais non, c'est moi qui décide de mes épreuves. Généralement, les marques sont satisfaites. Je rebondis sur ce que tu dis, une épreuve sur laquelle je suis déjà allé, je ne vois pas l'intérêt d'y retourner. Ça veut dire que tu vas prioritairement sur de nouvelles épreuves en fonction de la destination qui t'interpelle, ou est-ce qu'il y a quand même des épreuves sur lesquelles tu retournes parce qu'il y a un affect, parce qu'il y a peut-être un palmarès, je ne sais pas, ou une place à défendre? Je vais en effet prioritairement sur des épreuves auxquelles je n'ai pas encore participé. Parce que ça m'attire davantage, parce que je trouve qu'il y a un nouveau pays, un nouveau paysage. Ouais. C'est forcément attrayant de découvrir un nouveau pays. Après, il y a évidemment des exceptions si j'ai particulièrement aimé une épreuve. Là, j'ai fait 3 fois la Silk Road Mountain Race parce qu'à chaque fois que j'y ai participé, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Pour moi, cette épreuve, je pense que c'est l'aboutissement dans un parcours de bikepacker ou de cycliste longue distance ou d'aventurier à vélo. C'est l'épreuve d'aboutissement, quoi. C'est-à-dire que je pense aussi, ouais. C'est la fin d'un parcours, probablement le début d'autre chose aussi si tu l'as fini, mais c'est vraiment voilà, pour y aller, il faut avoir de l'expérience parce que tu t'engages dans les différents témoignages. J'avais eu Adrien Litchi avec qui on en avait parlé. Tu t'engages sérieusement des fois dans certaines portions. Tu as de l'orientation, tu as de la débrouille, c'est pas juste, tu pars pas juste pour quelques kilomètres, quoi. C'est en altitude. Je pense que je suis assez d'accord pour dire que c'est une forme d'aboutissement parce qu'il n'y a pas de cours sur le circuit aujourd'hui qui rassemble autant de difficultés. Ça, très clairement. Mais c'est pas simplement ça, c'est parce que. Et aussi les paysages, voilà. C'est ce que tu traverses, les paysages et les rencontres. C'est l'expérience en elle-même. C'est-à-dire que non seulement ça rassemble pratiquement toutes les difficultés que tu peux imaginer dans le bikepacking. Mais en plus, c'est à couper le souffle. C'est vraiment... c'est la 3e fois que je la faisais l'année dernière. Et tous les jours, dans ma tête, je disais merci Nelson, quoi. Tous les jours. Je faisais 2 ou 3 fois par jour. Tu l'as je regardais autour de moi. Non, je suis pas comme ça. Non, je suis pas comme ça. Je signe en bas de la page pour les épreuves si après derrière c'est très très compliqué, c'est à moi d'assumer, c'est pas. Les épreuves de Nelson sont réputées pour être juste extraordinaires, que ce soit l'Atlas ou la Silk Mountain Race, très clairement, elles sont exceptionnelles. Et c'est vrai que la Silk Road Mountain Race, Lyle Wilcox m'avait effectivement dit que c'était la plus belle épreuve auquel elle ait participé. Alors certes, tu as le niveau d'engagement qui est là, mais c'est ce qu'il faut aussi que c'est la plus belle. Mais en termes de paysage, c'est juste magnifique. Donc là, on parle de quelque chose qui est plus proche de nous, on va dire, mais il y a aussi la partie continent américain. Donc tu avais fait cette Tour Divide dont on parlait, une de tes toutes premières épreuves de longue distance en 2016. Tu y retournes en 2022 et ben là, tu gagnes en fait. Ouais. Voilà. Et là, ça fait quoi quand on gagne une épreuve qui traverse un continent? Je suis quelqu'un de têtu.
C'est-à-dire que moi, je me suis pas lancé dans l'ultra en me disant que j'allais devenir le meilleur et que j'allais gagner toutes les courses. Je me suis lancé dans le Tour Divide. À la base, c'était ça, quoi. Je me suis pas monté sur le vélo en 2016 au début du Tour Divide en me disant que c'était une nouvelle carrière. Je me suis lancé le défi de gagner le Tour Divide. Est-ce que c'est en 2016 où tu avais eu peur avec Non, 2019. 2019, Ouais, alors, ouais. tu avais été pris dans l'enneigement au Ouais. sommet, tu avais vraiment eu peur pour ta vie. Ouais. Et cet engagement de gagner le Tour Divide, je le prends en fait en 2014, quand j'ai absolument découvres. zéro Ouais. expérience du bikepacking et de l'ultra. Et où je me dis, il n'y a pas de raison que des personnes soient capables de le gagner et pas moi, quoi. Et ça devient... je me fais une promesse à moi-même, quoi, où je me dis, bah oui, je pense que je devrais pouvoir gagner cette course quand même. Et même après, genre, en 2022, quand j'arrive au départ du Tour Divide, je suis l'immense favori. J'ai c'est clair, gagné, j'arrive, j'ai déjà gagné la Silk Road, j'ai déjà gagné l'Atlas, la French, j'ai fait je ne sais combien de podiums. J'arrive et tout le monde se dit Sofiane va gagner. Donc en soi, j'avais pas spécialement besoin de me prouver que j'étais capable de gagner ça. 8 ans après m'être dit je pense que je peux le gagner. Cette fois-ci, je le savais, mais ça suffisait pas. Et est-ce que par rapport à 2016, tu as vu le niveau augmenter, tu as vu les compétences des participants ou c'était la même population pour toi en 2016 que 2022. c'est l'année où Michael établit le record, qui tient toujours aujourd'hui du Tour Divide. 4000 km, c'est ça? Ouais. Le temps, rappelle-nous, c'est pas 13 jours ou non? 13 jours, 23 heures, 13 jours, 22 heures et 54 minutes. Ça tient toujours. Sans assistance, je le précise. Ouais. Donc ça veut dire que le niveau a pas augmenté dans l'ensemble, oui. mais le niveau masse, des meilleurs a pas énormément augmenté. Je pense que ça a augmenté. Je pense que même moi, j'ai progressé depuis. J'ai énormément progressé depuis 2016, mais j'ai aussi un peu progressé depuis 2020. Après, oui, le niveau général, la densité, la masse, c'est beaucoup plus importante. Ça s'est énormément densifié. Énormément. Mais quelqu'un comme Mike Hall, qui était un précurseur, lui, il avait déjà en 2016 le niveau de gagner des courses encore aujourd'hui. Ouais, très clairement. Et comment tu vis cette Tour Divide 2022 qui te fait traverser le pays des États-Unis d'Amérique, d'une frontière à une autre, par des petits villages? C'est assez paradoxal parce que je suis en train de réaliser mon rêve de gagner cette course. Mais alors ça, tu le réalises combien de temps avant la ligne? Parce que généralement, tu prends conscience de ça, non pas quand tu franchis la ligne, mais 24, 48 heures, même s'il faut toujours rester concentré. Ou peut-être que très tôt, tu as pris la tête et tu t'es dit, là, je vais gagner. Ouais, je pense que assez tôt. Rien ne peut m'arrêter. À partir du moment où j'étais poursuivi par un Américain qui s'appelle Nate Ginston. Et derrière lui, il y avait mon pote Manu Catrice et Adrien Lichty, dont tu parlais précédemment. Et à partir du moment où Nate Ginston, qui était assez proche de moi, abandonne, là je me dis, ils ne me rattraperont pas. Donc je pense que j'étais dans le Wyoming et il me restait le Colorado et le Nouveau-Mexique à traverser. Donc, ce qui veut dire, est-ce que tu as vécu ces états différemment des premiers? Plus d'observation, moins de concentration, ou non, moi c'était une mission. C'était j'étais en mission, quoi. Le couteau entre les dents. Ah oui, complètement. Et pour te dire exactement comment ça se passait, il faut savoir qu'on commence la course après un des hivers les plus rigoureux que l'Amérique ait connu ces dernières années, et on marche dans la neige des heures et des heures. On a des cols où pour les passer, c'est 3 heures de marche dans la neige. Et moi, je me souviens que les 72 premières heures, quand je suis lancé, je suis un robot. Je n'ai aucune émotion. J'avance dans la neige sans ressentir quoi que ce soit. Tu déconnectes complètement ça ne me fait pas chier, je ne me demande pas combien de temps ça va durer. Je suis là et je me dis, il faut le faire pour gagner, donc je le fais. C'est tout. Tout le monde doit le faire. Si quelqu'un veut gagner ce Tour Divide là, il doit faire ça, donc je le fais.
Et limite, c'était plus facile au début quand il y avait cette détermination absolument énorme que j'avais, je pense, jamais connue à un tel niveau avant, que après, à partir du moment où je savais que j'avais gagné et que j'avais grosso modo plus qu'à dérouler, quoi. Et où les conditions météorologiques étaient toujours alors différentes, mais catastrophiques quand même. Où là c'était plus compliqué, quoi, parce que c'était là j'ai senti la souffrance, ouais. Au début, franchement, les 3-4 premiers jours à marcher dans la neige, j'ai pas particulièrement ressenti psychologiquement la souffrance, mais après quand ça a commencé à être les 800 ou 1000 km de vent de face dans le Colorado et les moussons qui arrivent un mois plus tôt au Nouveau-Mexique avec des trompes d'eau, des inondations, des tempêtes d'éclairs. Et je me suis retrouvé dans un désert du Nouveau-Mexique seul sur une longue ligne droite asphaltée avec des éclairs. Elles font pas 15 bornes. Non, elles font pas 15 ou 70 bornes. Des éclairs qui tapaient à 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres en me disant à quel moment l'éclair c'est sur moi qui tape, tu vois. Et là tu te dis ça va pas du tout, quoi. Donc ouais, très 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 compliqué cette mais s'il faut gagner, épreuve. Il faut le faire. Il faut le faire. Et donc je pense que j'ai détesté cette course qui était vraiment au niveau en termes de conditions météo, c'est peut-être de mémoire le pire Tour Divide qu'on ait vu. Et ouais, j'ai détesté, quoi. Tu retourneras un jour sur cette épreuve? Non, ça m'a traumatisé. Ça m'a vraiment traumatisé. Tu l'as gagné, tu as réalisé ton rêve. Ouais. Je l'ai gagné, j'ai plus besoin de. J'ai tenu ma promesse, la promesse que je me suis faite à moi-même, je l'ai tenue, j'ai plus besoin. Et c'est dur, quoi. C'est-à-dire que on parle de la difficulté. Et si Sofiane dit que c'est dur, je peux vous garantir que c'est dur. De la Silk Road. La Silk Road, ça va être dur. Pourquoi? Parce que tu es à... Parle-nous justement, parce qu'on en parle de cette Silk Road, mais est-ce que tu peux expliquer aux gens qui nous écoutent ce qu'est cette épreuve? Ouais, alors ça se passe dans un petit pays d'Asie centrale qui s'appelle le Kirghizistan, qui partage des frontières avec la Chine, parce qu'on est vraiment tout à l'est de l'Asie centrale. C'est un pays qui est extrêmement montagneux. Puisqu'il est divisé entre deux chaînes de montagnes, le Pamir au sud et les Tian Shan au nord. Et il y a énormément de pics à 6-7 000 mètres. Et donc, dans ce pays qui est très peu développé, où on a pratiquement qu'une seule vraie ville qui est Bishkek, il y a une grosse population qui est nomade. Et qui donc, en été, vit dans des campements de yourtes pour faire pâturer leurs moutons, leurs chèvres, leurs chevaux et leurs vaches à des altitudes de 3000, 2000, 2500, 3000 mètres. Et donc dans ce pays qui semble hors du temps, complètement, hein, parce qu'ils vivent comme ils vivaient il y a 500 ans. Quoi. Et de France, tu mets combien de temps pour y accéder? Tu mets 2 jours, non? C'est pas un non, ça va. Non, franchement, ça va. T'as une escale à Istanbul et hop, t'arrives à Bishkek. Mais c'est vrai que l'épreuve en elle-même est donc une épreuve qui est principalement off-road, qui est généralement. Alors le parcours change tous les ans. Il est généralement établi entre. D'un point A vers un point B, ou c'est une boucle dans le pays? C'est un point voire un point B, mais un peu tortueux, quoi. Okay. Parfois tu repasses aux mêmes endroits. Et ouais, ça fait environ 1800 km avec généralement toujours beaucoup dénivelé. C'est pas technique dans le sens où c'est pas du single track, mais route imposée c'est une route imposée. Mais c'est des routes qui sont généralement carrossables ou des routes qui étaient anciennement carrossables. Donc ça peut arriver relativement souvent que l'approche d'un col soit carrossable, mais qu'après le passage du col lui-même, non. Et l'altitude, vous êtes à combien? Vous évoluez à combien? Alors l'année où on est monté le plus haut, c'était 2022, et on était à 4003 ou 4400 mètres. Donc ce qui veut dire qu'il faut un équipement. Déjà, il faut une condition. Il faut une condition physique. Il ne faut pas arriver 2 jours avant de Paris
en n'étant pas prêt pour l'altitude. Et après, oui, évidemment, il faut des gros sacs de couchage, il faut être équipé pour le froid. Bon, après, on n'est pas non plus bête au point de dormir à 4000 mètres. Hein. On passe le col, on fait la descente et on dort en bas. Mais ouais, il faut être prêt à toutes les éventualités, parce que même si c'est au mois d'août, moi, je me suis retrouvé la première fois que j'y ai participé dans une tempête de neige. Oui, je me souviens de ces images. Et là, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire ? Parce que j'étais pas en haut du col à ce moment-là. J'étais à 3000, je devais monter à 3006. À 3000, il neigeait et je me suis dit, mais je sais pas quoi. Et tu avais pris quelle décision ? J'avais pris la décision de continuer parce que je suis quelqu'un qui prend des risques. Une décision que tu regrettes aujourd'hui ? Non. Il m'est déjà arrivé de regretter de prendre des risques, et notamment sur ce Tour Divide 2019 dont on parlait, ouais. où là, pour le coup, j'aurais vraiment dû m'arrêter, et la tempête de neige, là, elle était bien pire. Là, j'ai décidé de continuer, notamment parce qu'il faisait jour. Alors qu'aux États-Unis il faisait nuit à ce moment-là, et finalement la tempête n'allait pas jusqu'au col. Le passage du col était lui plus simple que l'approche. Et donc c'est une épreuve que tu vas remporter 3 fois de suite. Ouais. C'est une épreuve première édition. Est-ce que tu te souviens de combien il y avait de personnes au départ ? Et l'année passée, par contre, c'était un vrai succès. Je pense que la première... une vingtaine ? Non, je pense qu'il devait y avoir 80 personnes. Et là, l'année passée, c'était... Et l'année où on était le plus nombreux, c'était 2022, où on était plus de 200. Ouais, donc c'est une vraie explosion. Ouais. Et ça vient de tous les pays, parce que la course a vraiment une visibilité à l'international. Donc voilà, effectivement. Donc là, tu remportes quasiment toutes les courses auxquelles tu participes. Est-ce que tu connais depuis 2010 l'année où tu trouves un VTT pour la première fois ? J'ai été voir un peu sur ton site. Hein, je vous invite d'ailleurs à y aller. Vous verrez l'univers de Sofiane. Combien de kilomètres parcourus ? Combien de continents ? Combien de pays ? Voilà, depuis 2010, une quarantaine de pays, un peu plus de 40 pays. Probablement aux alentours de 150 000 km. Je pense que c'est ce qui est logué sur Strava, mais comme je ne suis pas sur Strava depuis 2010, c'est peut-être 300 000. J'ai arrêté de compter combien de courses j'ai participé. Sur ton site, c'est 50 pays, 5 continents traversés, sur lequel tu as roulé, tu as posé tes roues en tout cas. Beaucoup d'épreuves, hein, mais moi j'ai regardé statistiquement, tu en remportes 1 sur 2. Voilà. Ça c'est fait. Et justement, là, on peut parler un peu de mapping. Comment est-ce que en tout cas, dans quel pays ou dans quelle partie du monde tu as pris le plus de plaisir à rouler ? Alors, c'est l'Asie. C'est pas forcément purement rouler, mais la rencontre avec les autochtones, les paysages. Quelle est la partie du monde qui t'a procuré le plus d'émotions ? Moi, c'est l'Asie du Sud-Est. C'est là où j'ai commencé, en fait. Et il y a quelque chose là-bas, surtout en Thaïlande, tout particulièrement, parce qu'après le Vietnam est un pays un peu différent, et la Malaisie aussi, mais Thaïlande, Birmanie, Laos, Cambodge, je pense qu'il y a une forme d'unité, peut-être qui vient du fait que c'est des pays bouddhistes. Je ne suis pas du tout bouddhiste, mais bien dans cette, j'ai l'impression que la philosophie bouddhiste, ça crée des gens qui sont relativement calmes quand même, relativement pas stressés, et un climat apaisant. Et toi, tu te considères comme quelqu'un de stressé, pas stressé Alors moi, si je suis à Paris, je suis assez stressé. Et ça, c'est normal. C'est normal. C'est à Paris. C'est normal. Mais non, après, je suis quand même assez peace comme gars. Et j'accorde... En fait, j'ai toujours estimé que j'accordais pas une importance inappropriée aux choses. Pour moi, les choses qui n'ont pas d'importance, j'ai l'impression que je leur en accorde pas. De la même manière que même si je suis stressé à Paris et que je sais pas, on fait une queue de poisson ou on me refuse une priorité ou quoi, ça m'énerve, mais dès que la personne s'excuse, voilà, ça me désarme. Je me dis écoutez, c'est pas grave, bonne journée quoi. Malheureusement, c'est rare. Mais oui, je pense que c'est ce que j'aime dans cette région du monde, c'est que les gens sont globalement accueillants, souriants, calmes, et qu'ils n'attachent pas une importance excessive à des choses qui n'en ont pas, quoi. Intéressant d'avoir ta version des choses comme ça sur les différentes routes auxquelles tu as posé tes roues. Au moment où on enregistre, on est au tout début de l'année 2024. Est-ce que tu sais déjà comment cette saison va s'orienter pour toi ?
Est-ce qu'un calendrier est déjà établi? Est-ce qu'il y a des épreuves qui sont déjà cochées? 2024, voire peut-être plus. Hein. D'ailleurs, tu travailles tes projets, tu les travailles à l'année ou sur 2-3 ans? Comment est-ce que tu fonctionnes? Ouais, comme je t'ai dit, moi, à partir du moment où j'ai une idée dans la tête, je sais qu'un jour elle se fera. Donc je force et je précipite pas les choses. Cette année, je vais participer à la Highland Trail 550, qui est une course de 900 km qui a lieu en Écosse, VTT. Ça, c'est une course à laquelle j'étais censé participer pour la première fois déjà en 2020. Évidemment, avec le Covid, ça a été annulé. Et après, l'année d'après, pareil. L'Écosse, c'est formidable. C'est incroyable, l'Écosse. C'est vraiment incroyable. Ouais. Et je vais aussi participer à l'Arizona Trail Race. Donc ça, ce sera fin octobre en Arizona, comme son nom l'indique. Ça, c'est 1800 km et apparemment, c'est très technique, beaucoup de single track. Et surtout, probablement, non? Il y a une traversée du Grand Canyon. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Grand Canyon, on n'a pas le droit, on n'a non seulement pas le droit de faire du vélo, mais les roues du vélo n'ont pas le droit de toucher le sol du Grand Canyon. Donc ça veut dire qu'il y a une portion de 27 km où il faut porter son vélo. Excellent. Et là-bas, tu peux pas rigoler avec la loi. Enfin, tu vas pas t'amuser. Non. Enfin, tu peux essayer. Mais tu vas t'en souvenir. Ouais. Et puis bon, c'est pas l'esprit, quoi. Ouais, c'est pas l'esprit. C'est intéressant parce que ça me fait penser, tu parles d'Arizona, je crois que la Lulu Cox l'a déjà fait. Est-ce que tu as suivi l'annonce de la Lulu Cox ces jours où elle part Non, j'ai pas suivi. Qu'est-ce qu'elle Elle part tenter de battre le record du Tour du Monde. Hein. Elle avait déjà évoqué ça cet hiver. Donc là, les dates ont été arrêtées. Ouais. Elle part le 26 mai de Chicago. Ouais. Pour un objectif qu'elle se fixe à 110 jours. Sachant que le record féminin est à 124, le record masculin... C'est le record de Juliana ? Oui, je crois. Qui est 124 jours et le record masculin doit être à 121 ou quelque chose comme ça. Mike, non ? Non, c'est un... non, je crois pas. C'est pas Mike, ok. Non, je crois pas. Parce qu'il y avait eu différentes portions ou une histoire d'officialisation ou quelque chose comme ça. Okay. Mais en tout cas, l'officiel est sur ça. Est-ce que ça, c'est un projet qui un jour peut t'intéresser ou tu n'es pas du tout dans ce délire-là de vouloir tenter un record ou voilà? Je suis très intéressé par les records. Je ne suis pas intéressé par celui-là. Okay. Parce que je suis une personne assez littérale et psychorigide. Et pour moi, ce n'est pas un tour du monde puisque tu ne fais pas le tour du monde. Mais en fait, la seule personne qui a fait le tour du monde, c'est Mike Horn. Parce qu'il est parti de Java, il a pris un bateau, après il a traversé l'Afrique à pied, il a repris un bateau, l'Afrique à vélo je pense, il a repris un bateau, il a traversé le continent sud-américain à pied. Toi, tu veux dire, il a suivi l'équateur. Il a fait le seul vrai tour du monde de... Là effectivement, la règle c'est de faire 29 000 km à vélo, 40 000 km avec les transferts avion, parce que les transferts se font en avion, pour une question de record et d'optimiser le temps. Donc il y a minimum 3 transferts en avion. Et pour ceux qui l'ont tenté, c'est 5 transferts en avion. Donc une vraie stratégie parce que c'est pas sur route imposée. Mais effectivement, pour être en mode record, il faut que tu fasses 29 000 à vélo, 40 000 avec les transports. Il ne faut pas que tu montes trop haut, il ne faut pas que tu descendes trop bas. Donc là-dessus, oui, je te rejoins. C'est pas le vrai tour du monde. Que d'ailleurs, mon premier invité, l'épisode 1 sur le podcast Ultra Talk, Serge Girard, avait tenté de faire à la rame et en courant, parce qu'il a couru le tour du monde, mais avec des transferts. Et là, il s'était dit, je vais faire le vrai tour du monde. Ouais. Et en fait, malheureusement, il a chaviré au large de l'Afrique et ça lui a failli lui coûter la vie, mais je comprends ce que tu veux dire. Donc, et d'ailleurs, puisqu'on parle de Mike Horn, j'invite les auditeurs à lire le livre qu'il a écrit sur ce record qui s'appelle Latitude Zéro, qui est très divertissant. Ouais, puis l'histoire, elle est juste... Il faut juste se mettre dans les conditions, en fait. Imaginez juste les conditions dans lesquelles il a dû être. Bon, après, c'est Mike Horn. Hein, voilà. On parle de Mike Horn. Donc oui, non, je suis trop littéral pour moi pour faire ça. Intéressant. Il faudrait qu'il fasse un vrai tour du monde. Ouais, mais tu peux faire en vélo et puis... Il faut que je me mette à la voile, pourquoi pas. Moi, après, tout ce qui me permet d'être tranquille, tout seul... ça m'intéresse. Non, c'est intéressant d'avoir... Pourquoi pas un jour. Mais oui, non, intéressé par les records, j'avais un projet j'imagine que tu as entendu parler de Jonas Deichmann, qui a établi des records Cape to Cape, Alaska Ushuaia et Cabo Daroca, Vladivostok.
suis très intéressé par ce dernier record, donc de Lisbonne à Vladivostok, traversée du supercontinent eurasiatique. Il y a aussi le record du Cap Nord, Cap Nord jusqu'à Tarifa, au sud de l'Espagne. Ouais, ça c'est la tentative de Nathalie Bayon aussi, qui a fait dans l'autre sens, qui a fait Tarifa. Donc, Tarifa en termes d'officialisation de record, je ne sais pas si c'est comparable d'un sens ou dans l'autre, mais en tout cas, il y a celui-ci. Et c'est vrai que la traversée américaine doit être sur le continent de l'Amérique du Nord et ensuite du Sud ou inversement, doit juste être folle. Ça, c'est le problème de ce record-là, c'est qu'on peut pas vraiment le faire 100% à vélo, quoi. Non. Puisque pour les gens qui sont pas au courant, il n'y a pas de route entre le Panama et la Colombie. Il y a une partie qui s'appelle le Darien Gap. Et donc, à ce moment-là, il faut prendre un autre moyen de transport. Est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est quand même une petite graine en toi ou pas du tout? Ou est-ce que c'est une petite graine et tu te dis, bon, c'est pas le moment, mais un jour peut-être? Non, si, je vais le faire. Honnêtement, le Lisbonne-Vladivostok, on va pas attendre très longtemps encore. Ouais. Voilà. Et le fait que... Ouais, ça veut dire que tu le positionnes quoi, 2025 Je sais pas encore. Honnêtement, je sais pas. Ok. Et les conflits géopolitiques, tu prends en compte de ça ou pas? Ouais, t'as pas le choix. T'es obligé. Moi, très clairement, je l'ai déjà partagé, mais ce fameux record du Tour du Monde, il était prévu. J'avais levé des fonds pour ça et malheureusement, le Covid plus la guerre, derrière, c'est mort. Donc tu dois en tenir compte. Donc ça va être intéressant de voir l'aile Wilcox par où elle va passer. Ouais. Parce qu'il faut qu'elle fasse ses 29 000. Hein. Donc quelle option elle va prendre en arrivant aux approches de la frontière russe? Est-ce qu'elle va sauter même l'Iran? Est-ce qu'elle va sauter l'Iran pour prendre un transfert d'avion et aller de l'autre côté? Ça va être intéressant de suivre tout ça. Ouais, c'est des vraies questions qui se posent, notamment sur un Lisbonne-Vladivostok. Jonas Deichmann avait choisi de le faire entièrement par la Russie. Ouais. Ce qui simplifie les choses, mais ce qui ne les rend pas particulièrement romantiques. Après, une lassitude, mais... Moi, ça ne m'intéresse pas. Honnêtement, je fais ça pour voyager. Je sais pas comment tu vois les choses, mais moi, quand je pars sur une aventure, il faut que le paysage fasse partie du truc, en fait. Il faut que le paysage le paysage, mais aussi la culture. La culture. Moi, c'est quelque chose qui m'avait énormément pesé pendant la Transam. C'est que tu roules, tu fais 7000 km, tu roules non-stop pendant 3 semaines. Et tu te retrouves à parler la même langue, manger les mêmes burgers que tu payes avec les mêmes dollars et être dans des villes qui ont le même quadrillage. Alors que si tu pars du studio là où on est et que tu fais ça, t'es au Kazakhstan. Tu vois, t'es au Kazakhstan et t'as traversé combien de cultures, et donc moi c'est ça qui m'intéresse. Et puis c'est surtout qu'aux US on est bien loin des clichés de la côte est et de la côte ouest. Hein. Le centre des États-Unis. Ça me dérange pas. C'est hyper folklorique. Hein. Ouais. Alors c'est des gens qui sont excessivement gentils. Vraiment, c'est des crèmes. Après, moi, ça fait partie des endroits, et comme tu dis, j'ai voyagé dans 50 pays, ça fait partie des endroits les plus déprimants au monde. Ah oui, c'est incroyable. Non, mais je suis en phase. C'est vraiment incroyable. Ouais, ça fait pas du tout fantasmer. Non. Une petite ville de l'Ohio. C'est parfois même la misère. Hein. Ouais, clairement. Ouais, c'est compliqué. Intéressant d'arriver sur ça. Et puis la dernière fois, on s'était vu ici il y a 4 ans. Il y a 4 ans, le cyclisme ultra-distance n'était pas aussi en vogue que maintenant. C'est vrai que l'après-Covid, les épreuves d'ultra-distance ont toutes explosé. Quel regard, toi, tu portes, Sofiane, sur justement la discipline, la pratique, son évolution? Quel regard tu portes sur ça? Moi, je suis content qu'il y ait de plus en plus de gens qui fassent ce sport parce que je pense que c'est un sport positif dans le sens où il ouvre les gens sur le monde et en même temps, il les ouvre sur eux-mêmes et on est quand même, je trouve, une communauté dans le bikepacking qui est saine. Donc, je suis content que ça se développe. Après... en tant que professionnel, il y a une énorme offre aujourd'hui de courses qui facilite quand même la vie. Moi, je sais que quand j'ai commencé en 2016, c'était soit Tour Divide, soit Transam, soit TCR. C'est le jour et la nuit. C'était tout. Et tu faisais un des trois, parce que les trois étaient au même moment. Et si tu te plantais, voilà, ta saison, elle était foutue. Saison foutue. Une course, un plantage, saison foutue. Et c'est bien que ça ait changé. C'est bien qu'on puisse avoir des carrières où on court 3, 4, 5 fois par an.
Après, je pense qu'au début, j'étais un peu sceptique quand je voyais le nombre de petites courses qui se créaient. Après, je me dis que finalement, ça fait du mal à personne si quelqu'un organise son événement dans son coin et qu'il a 20 personnes et que personne s'y intéresse particulièrement. Why not, en fait, quoi. Mais c'est vrai juste qu'au bout d'un moment, je pense que ça va probablement... Il y a évidemment des épreuves qui vont rester. Et puis après, il y a tout un tas d'épreuves qui vont finir par disparaître. Et puis ça va se stabiliser. Mais quand tu parles des épreuves dont tu parles en 2016, on est principalement sur route. Aujourd'hui, il y a une offre, notamment sur route, qui a explosé, qui s'est diversifiée. Mais il y a aussi gravel, VTT. Et le gravel, notamment, c'est un raz-de-marée depuis 2-3 ans. On entend parler que de ça. Il y a de multitudes d'épreuves de gravel qui se sont créées avec, je trouve, une structure de cette discipline beaucoup plus rapide que sur l'ultra-distance route. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en gravel, il y a des teams qui sont arrivés. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Des teams, des marques avec des coureurs... vraiment avec un effectif où les équipes mettent 4-5 coureurs au départ, donc ça va beaucoup plus vite. Toi, où est-ce que tu t'épanouis le plus ? Est-ce que tu t'épanouis sur la route ? Est-ce que tu t'épanouis plus sur des épreuves longue distance, gravel, off-road, VTT ? Quelle est vraiment la discipline dans laquelle tu t'épanouis le plus ? Moi, je vais être honnête avec toi, c'est-à-dire que je m'épanouis là où je suis le meilleur. Toi, tu vas chercher vraiment l'axe. Ce qui m'intéresse, c'est de gagner, quoi. Et donc là où je suis le meilleur, c'est des courses qui sont plutôt longues, qui sont plutôt aux alentours de 5 jours, 6 jours, 7 jours, 8 jours, qui sont plutôt difficiles. Avec du dénivelé. Du dénivelé. Pas forcément, de l'engagement aussi. Dénivelé, poussage, portage. Voilà. Conditions de météo pas simples. Là où moi, parce que je pense pas que je sois le meilleur athlète du circuit, mais la combinaison de mon physique et de mon mental, c'est ça qui fait ma force. Et évidemment, on est dans l'ultra, donc les capacités à pas dormir, c'est extrêmement important. Ouais. Et donc oui, c'est pour ça que je pense que j'ai jamais été battu sur la Silk Road, c'est parce que c'est une épreuve qui me convient parfaitement. Il y a une sorte de nivellement par la difficulté, c'est-à-dire que si un mec devant toi sur route produit 50 watts de plus, il va très vite faire un gros écart. Ouais. Alors que s'il produit 50 watts de plus que toi sur une route défoncée... Tu vas vite le voir revenir. Il suffit qu'il s'arrête 10 minutes pour boire un coca après et t'es là, quoi. Ouais, ça c'est intéressant. Et puis on est en tout d'année, je l'ai dit, tout d'année 2024. Comment Sofiane prépare sa saison en tant que professionnel ? Comment tu utilises ton temps pour être prêt le jour J ? Est-ce que tu suis un plan d'entraînement ? Est-ce que tu t'entraînes toi-même en fonction de ton ressenti ? Comment Sofiane Seili s'est préparé cet hiver pour la saison à venir ? Alors, c'est une bonne question. Je trouve qu'il y a de plus en plus une professionnalisation de l'entraînement dans notre discipline. Moi, c'est ce que j'observe sur les réseaux sociaux, en tout cas en regardant les athlètes que je suis, qu'il y a de plus en plus une approche extrêmement scientifique qui découle évidemment de ce qui se fait dans les pelotons professionnels. Sûr, ouais. Et pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais c'est pas trop mon délire. Toi, t'as pas de plan d'entraînement. Est-ce que tu es data ? Non. Du tout, mais vraiment pas du tout, quoi. Capteur de puissance, fréquence cardiaque. J'en ai un de capteur de puissance, mais je sais pas où il est. J'en ai un. Honnêtement, je sais pas où il est. J'ai trouvé comment l'activer sur mon vélo. Non, si, je crois qu'il y a plus de pile en fait. Faudrait que je remette une pile dedans. Je suis pas data, non. Je suis pas data. Moi, j'arrive pas de la route, je suis pas un athlète, mais quoi. Je pense que les data, c'est une manière de se rassurer parce que à travers les différents échanges et les différentes interviews que j'ai pu faire de personnes qui ont fait des performances, des professionnels, des grands champions, c'est pas leur délire, quoi, tu vois. Ou alors ça fait juste 1 an ou 2 ans qu'ils l'ont parce qu'on leur a dit de l'avoir, mais c'est pas du tout leur priorité. Donc c'est probablement pour les personnes qui sont juste en dessous des champions, mais qui sont passionnés néanmoins, peut-être pour se rassurer, pour se comparer avec ce que la presse ou la télé peut dire ou les médias. Moi, j'ai une approche où
évidemment que je passe pas l'hiver non plus dans mon canapé à manger des chips en regardant Hanouna et qu'en arrivant au mois de mars, je fais 90 kilos, quoi, évidemment. Mais je suis pas non plus un fada de l'entraînement à faire à te dire, faut que je fasse 5 sorties par semaine au mois de décembre, janvier. Non, moi, il fait froid. Je fais pas beaucoup de vélo. Je suis un mec normal, moi. Donc, ce qui veut dire que tu fais pas non plus d'home trainer connecté ou ce genre de choses. Je fais pas de home trainer, j'aime pas trop ça, non. Après, le truc, c'est que je gagne, tu vois. Donc, c'est quoi le... Oui, pourquoi tu irais chercher un truc parce que Si j'arrêtais de gagner, tu vois, si j'avais envie de continuer à gagner, je me dirais faut que je m'entraîne plus quand même. Mais non, ça match. Pour l'instant, ça marche, tu vois. Pour l'instant, j'arrive à gagner sans trop m'entraîner. Donc, je continue. Sans trop m'entraîner. Les gens qui doivent écouter doivent se dire waouh, le mec qui gagne tout sans trop s'entraîner. Mais j'ai essayé, tu vois, j'ai eu un coach à un moment. Et il me faisait des programmes et tout. J'avais mon capteur de puissance. C'est à ce moment-là que j'ai acheté un capteur de puissance, d'ailleurs. Je sais pas, ça correspond pas trop à mon mode de vie déjà, parce que moi, je voyage énormément. Et quand tu voyages énormément, tu vas avoir un programme que tu fais comme ça sur 4-5 jours où il te dit ah ouais, bon, tel jour c'est repos, tel jour c'est non, ça se trouve tel jour c'est pas repos, tu vois. Ça se trouve je suis en Thaïlande avec Fanny et tel jour on doit aller à Chiang Mai, quoi, tu vois, genre. Et ça marche pas forcément trop, ça s'insère pas forcément trop dans mon mode de vie et puis, tu vois, je me suis retrouvé parfois avec l'intermédiaire de ce coach à devoir sortir 2 jours de suite alors qu'il pleuvait des cordes. Je me suis dit, relou, il y a 2 heures à faire. Tu fais 2 heures sous la pluie, tu reviens le lendemain, tu refais pareil, 2 heures sous la pluie. Et puis je me retrouvais surtout à parfois choisir mes parcours pour pouvoir faciliter le respect, la façon de respecter les plans d'entraînement. Tu vois, quand on te dit, d'un moment tu dois faire 10 minutes à 250 watts sur le parcours pour favoriser. Oui, c'est vrai que si à ce moment-là j'ai tel boss à passer, sur le plat ça ira mieux. Et je me retrouvais à faire, beaucoup de plats. Et à regarder le compteur pour voir tes watts. Je me disais putain, mais c'est relou, quoi. C'est relou. Et donc je me suis blessé quand j'étais avec ce coach et je lui ai dit, on a arrêté à ce moment-là et je lui ai dit écoute, je verrai si on reprend. Et puis on n'a pas repris parce que ça me semble. C'est pas ta philosophie. Non, et j'en ai pas besoin. C'est ça aussi, c'est que j'en ai pas besoin, quoi. Est-ce que tu es plutôt sur le côté matériel ? Est-ce que tu travailles avec des partenaires ? Déjà, est-ce que tu regardes avant la philosophie du partenaire, ce qu'il propose ? Et est-ce que le matériel t'intéresse ? Là, c'est le profilage d'une jante, le poids d'un cadre. Est-ce que tu vas regarder aussi ce niveau de détail-là ou pas du tout ? Tu choisis en fonction de l'esthétisme. Non. Je m'intéresse pas à des détails aussi pointus parce que je pense que dans le bikepacking ça n'a pas de signification. On est d'accord. Clairement que le profilage d'une jante c'est pas ce qui t'a fait gagner ou ce qui va te faire perdre. J'ai gagné ma première Silk Road avec un cadre en alu. C'est purement visuel. Oui, voilà. Non, après là, tu vois, j'étais en recherche d'un nouveau partenaire vélo pour cette saison. Suite à la faillite de Wiggle, dont j'imagine certains auditeurs ont entendu parler. J'ai discuté avec plusieurs marques et un des facteurs les plus importants pour moi au moment de faire mon choix, c'était est-ce qu'une marque proposait un VTT tout suspendu ? Parce que je me suis rendu compte que sur une épreuve comme la Highland Trail 550, c'est quelque chose qui fait une grosse différence. Et comme cette saison, moi j'ai ciblé la Highland Trail 550 et l'Arizona Trail Race, tu vois, je discutais à un moment avec la marque norvégienne Farah qui fait route, all-road et gravel. Et je leur ai dit, écoutez, le problème c'est que moi je vais pas faire grand-chose avec vos vélos, quoi. Avec un gravel, je vais certainement pas faire la Highland Trail et l'Arizona, donc ça passera pas. Ça matche pas, on va pas réussir à s'entendre. Donc c'est plutôt, je fais pas attention à des détails pointus, mais je fais évidemment attention à quel type de matériel est proposé par la marque. Si on discute avec toi de partenariat, de t'équiper, mais que les vélos ne correspondent pas du tout à ta pratique ou ce que tu as ciblé comme objectif, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et puis est-ce que tu discutes
alors pas avec la communauté, parce que j'imagine que tu es bien souvent sollicité, mais est-ce que tu es en contact avec d'autres cyclistes très performants également dans d'autres pays? Est-ce que comme ça, tu arrives à interagir avec les autres, ou est-ce que chacun fait vraiment... prépare ses projets, chacun dans son coin. D'autres cyclistes de bikepacking. Ouais. C'est une petite communauté, donc on se connaît. Après, c'est plus de l'amitié. Je demande à mes potes ce qu'ils vont faire l'année prochaine comme course pour savoir si je vais les voir et si on va pouvoir boire des cafés ensemble avant et après. Quoi. Des cafés avant et des bières après. C'est souvent ça. Moi, je ne bois pas de bière avant la course. Je sais j'en connais qui le font. Mais... C'est souvent... mais oui, c'est plus comme ça. Après, évidemment, que je m'intéresse aussi à mon sport de manière très rapprochée et que donc je suis ce que font les meilleurs athlètes, où ils s'alignent, ce qu'ils envisagent. Comme tu vois, là, il y a l'Atlas Mountain Race qui va commencer. J'ai évidemment regardé qui allait y participer. Et ça promet un sacré feu d'artifice. Quels sont justement ces cyclistes, ces autres sportifs qui t'impressionnent ou sur lesquels tu as beaucoup de respect pour ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils sont en train de faire, mais si tu as un regard sur la communauté, quel coureur, homme ou femme, t'impressionne? J'ai envie de parler d'un gars qui s'appelle Liam Glenn, qui est en anglais. Et j'ai envie de parler de ce qu'il a fait il y a 2 ou 3 ans, quand il a participé à la Highland Trail 550, qui est la course que je vais faire au mois de mai. Il l'avait déjà gagné une fois. Il a décidé d'y retourner, mais comme il l'avait déjà gagné une fois, il voulait se challenger d'une façon différente. Et donc, il y est retourné. Alors, c'est une course qui est très, très exigeante. C'est vraiment technique, c'est vraiment cassant. Il y est retourné avec un VTT en acier full rigide single speed. Alors, explique aux personnes qui écoutent et qui ne sont pas forcément connaisseurs, mais ce qu'est le single speed. Alors, l'acier, je pense que les gens vont comprendre avec les différents matériaux. Toute la rigidité du truc, c'est-à-dire que quand moi je dis que quand j'ai discuté avec des marques, je cherchais un tout suspendu, c'est parce que c'est tout simplement quand on prend un impact, au lieu que ce soit notre corps qui le prend, c'est la suspension qui le prend. Et donc, c'est évidemment beaucoup plus confortable. Et le single speed, ça veut dire qu'il n'avait qu'une seule vitesse. Il n'avait pas c'est comme si, je sais pas, vous prenez un Vélib, il est en panne, ou un Vélov si vous êtes à Lyon, ou je connais pas les autres. Oui, mais en tout cas, vous ne pouvez pas changer de vitesse. Mais voilà, imaginez, vous ne pouvez pas changer de vitesse. Vous en avez qu'une seule pour faire les descentes, les montées, le plat, c'est une seule, quoi. Et il a décidé donc de faire ça, et il a gagné. Et il a en plus approché de très très près le record, alors qu'il était dans des conditions météorologiques absolument épouvantables et que le record, lui, avait été établi dans de très bonnes conditions. Et c'est vraiment, je pense, une des performances, si ce n'est la performance qui m'a le plus abasourdi dans ce qui s'est fait récemment dans le bikepacking. Intéressant d'avoir ce partage-là. Je vous invite à aller voir son profil. On arrive sur la fin de l'épisode. Sofiane, est-ce qu'il y a un message que tu souhaiterais faire passer ou quelque chose à partager? Ouais. Non. En fait, non. Non, t'as pas une question plus précise? Non, juste un message à faire passer. Alors, je sais pas, un dernier mot d'encouragement pour les personnes qui nous écoutent, pour ta communauté, pour... Bien évidemment, toute la communauté des personnes qui écoutent cet épisode vont suivre, notamment les 2 événements sur lesquels tu seras positionné, et puis ta saison. Mais plus généralement, voilà, si tu avais un message inspirant peut-être pour les personnes qui te suivent au quotidien ou les personnes qui te découvrent. Ouais, comme tu le disais, il y a une forte tendance à l'augmentation des participants dans l'ultra de nos jours. Je pense qu'il y a un réel phénomène de mode. Et je pense qu'on a toutes les raisons du monde de s'y intéresser parce que c'est fascinant et parce que généralement les gens qui le pratiquent sont assez intéressants pour des athlètes. Parce que c'est souvent des gens qui n'ont pas un passif d'athlète professionnel, donc qui ont eu l'occasion d'avoir des backgrounds variés et de grandir intellectuellement par rapport à des gens qui ont commencé le sport professionnel à 12 ans, par exemple.
Mais il ne faut pas que les gens puissent se sentir prisonniers d'une mode comme ça, ou qu'ils aillent se précipiter tout de suite vers l'ultra parce que en ce moment tout le monde en parle, quoi. L'ultra, c'est très bien pour certaines personnes. Et puis, c'est pas fait pour d'autres personnes, tout simplement. C'est très difficile. Évidemment, c'est extrêmement difficile. Ouais. Moi, j'ai trouvé dans l'ultra tout ce que je cherchais et je suis persuadé que j'étais fait pour faire ça. Mais il faut pas que les gens qui s'y intéressent se disent forcément qu'ils doivent franchir le pas et ils doivent participer à une de ces courses. S'ils veulent le faire, s'ils s'en sentent capables, s'ils sentent que ça peut leur apporter quelque chose, qu'ils le fassent. Évidemment, c'est un des points les plus positifs de ce sport, c'est que c'est ouvert à tout le monde, quoi. Complètement. C'est pas le Tour de France. C'est accessible. Si on veut participer à la RAF demain, on s'inscrit à la RAF, quoi. Ouais. Mais que voilà, on n'est pas obligé. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment dans le vélo, où les gens entendent parler de l'ultra, ils se disent ouais, ça c'est un truc qui a l'air de se développer en ce moment et tout, mais est-ce que je dois en faire? Ouais, si t'as envie, vas-y. Si t'as pas envie, tout le monde n'est pas fait pour ça. Donc intéressant. C'était un peu mon message. Voilà. Intéressant. Un grand merci, Sofiane. Écoute, on se revoit dans 4 ans. Merci par nous, rendez-vous dans 4 ans. Pareil, 15h30. 15h30, même endroit, avec un palmarès encore bien plus étoffé. En tout cas, voilà, c'était un vrai plaisir. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir pendant cet épisode. Je suis vraiment ravi, un grand merci d'avoir accepté cette invitation, de pouvoir partager ensemble. Mais on a beaucoup de chance en France d'avoir un sportif dans le cyclisme ultra-distance comme toi, qui est humble et tout en étant très très bon. Que quelquefois c'est pas forcément compatible. Mais en tout cas, un grand merci à toi et plein de bonnes choses pour cette année 2024. Merci Sofiane. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode captivant d'Ultra Talk. J'espère que cette conversation inspirante avec des individus audacieux vous a laissé avec de nouvelles perspectives et une motivation renouvelée. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez embrasser l'extraordinaire dans votre propre vie. Restez connectés sur les réseaux sociaux Ultra Talk et sur le site ultratalk-podcast.com. Continuez à vous aventurer et à repousser vos limites. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant d'Ultra Talk.